a une qui est assez énigmatique, hein, qui est celle de Bill Crone, qui elle est totalement réelle, hein, qui dit un film documentaire qui met en scène une femme n'est pas vraiment un film documentaire, c'est un simili-documentaire. Oui. Voilà. Juste peut-être nous dire comment voilà, tu as trouvé cette Je suis tombé là-dessus absolument par hasard, et ça m'a fait hurler de rire, et c'était en pleine vague MeToo, et je me disais, on perd de vue que tous les studios étaient extraordinairement machistes, extrêmement méprisants à l'égard des femmes, à l'égard des actrices, qu'ils façonnaient, et qui façonnaient de la pire des façons. C'est-à-dire que les pauvres femmes, on leur arrachait les prémolaires pour qu'elles aient les joues creuses, Marlène, enfin, etc. Donc on leur enlevait on leur interdisait de fumer des cigarettes. Ava Gardner, qu'on voyait dans les boîtes de nuit, on lui interdisait ça, enfin, etc. Donc il fallait qu'elles aient, comme ça, que ce soit des saintes, quoi. Et ça m'a beaucoup fait rire que le président de la Columbia dise un homme surpuissant, il faut le dire. Voilà, oui. Un faiseur et un défaiseur de carrière disent un film avec un homme, c'est un documentaire, mais s'il y a une femme, c'est un semi-documentaire, c'est à moitié un documentaire. Il y a un truc complètement macho, bon, voilà. Et je trouvais que c'était, derrière cette aberration, il y avait tout le cinéma hollywoodien que nous aimons aussi. Parce qu'Hitchcock aussi était un prédateur sexuel, on le sait, etc. Donc, mais ce que je voulais dire, c'est que ce film vient d'un de mes films précédents qui s'appelle Jeunesse perdue, où je raconte, quand j'avais 18 ans, je vivais en Amérique, je vivais à San Francisco, et je fréquentais beaucoup la cinémathèque de San Francisco, et qui était dirigée par un homme remarquable qui fédérait autour de lui Coppola et tous les cinéastes européens qui venaient en Amérique. J'ai croisé Wim Wenders, j'ai aperçu Fassbinder, etc. Et un soir, moi je disais rien, j'avais 18 ans, j'en paraissais 14, j'aurais jamais osé dire un mot, mais j'ai vu Lotte Eisner qui arrivait, et peut-être dire qui. Lotte Eisner était la scénariste une des scénaristes de Fritz Lang, qui a, avec Langlois, fait la Cinémathèque, qui est une femme absolument extraordinaire. Enfin bon, on a l'impression qu'elle porte le cinéma européen sur ses épaules. Et j'ai vu cette femme absolument toute petite et tout, qui avait résisté à tant de choses, qui avait tant d'intelligence du cinéma, qui savait comment on écrivait un film, etc. Et évidemment, je n'ai pas osé lui dire un mot. Mais j'ai jamais oublié cette femme, cette résistante, cette femme forte, structurée, qui avait lutté pour imposer une certaine vision du cinéma. Et elle était tout le contraire de ce que Harry Cohn disait. C'était pas une demi-portion. Hein. Et elle aurait tenu tête, comme Davis tenait tête au studio. Et voilà, donc ce film-là vient directement de là, de cette vision où j'ai eu envie de ressusciter pour un temps des gens dont on n'entend plus trop parler, Werner Schröter, etc., que des gens de notre génération adorent, mais aujourd'hui qui n'auraient plus de place dans le système, à part à côté court. Il y a une autre citation, et on va en finir avec les citations, qui est celle de Jean Eustache, hein, qui dit « Parler avec les mots des autres, ça doit être ça la liberté ». Je crois que c'est dit dans La Maman et la putain. Oui. Tu mets ces deux citations en ouverture du film, hein, donc j'imagine que pour toi, évidemment, ça a du sens. Quel sens ça a pour toi, voilà, de citer Jean Eustache à cet endroit-là? C'est un peu un écho à ce que disait Duras un jour. Elle a dit un truc qui me semblait tellement juste. Elle disait, mais vous savez, on n'est pas l'auteur de ses propres œuvres. Elle dit, au fond, c'est moi qui suis la scripteur de mes romans, mais je n'en suis pas l'auteur et je ne sais pas qui écrit. Et ça m'a beaucoup interrogé, qui est aussi une idée de Borges. Et donc, c'est de savoir qu'on peut être l'auteur, évidemment, d'une histoire, mais à aucun moment n'avoir l'impression d'en être véritablement l'auteur. Et c'est à partir de ça que j'ai voulu construire ce film. Le mystère autour de la création
d'une histoire, en se disant oui, effectivement, cette histoire, elle est née dans ma tête, je l'ai écrite et tout, mais à aucun moment je n'ai l'impression d'en être l'auteur. Saisie, plus que vampiriser, c'est vrai que ça peut être à double tranchant. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est plus saisi que... Je disais à Jackie tout à l'heure que j'aimais l'idée de mettre en danger les acteurs ou les actrices, tout en sachant, tout en les protégeant bien sûr, mais que j'aimais créer du danger pour voir la façon dont ils se dépêtrent avec ce danger, la façon dont ils font. Cette mise en danger me plaît parce que j'ai l'impression qu'on capte quelque chose de vraiment extrêmement authentique de l'art de la comédienne ou du comédien. C'est vraiment ça qui me plaît. C'est pour ça que je ne dis pas grand-chose au début d'un tournage. C'est vraiment très minimaliste pour qu'au fur et à mesure, on découvre... On ne sait jamais où tu vas. Mais après, ce qui est troublant aussi avec François, c'est qu'il pense qu'on est dans sa tête. Donc, il anticipe sur des choses et... par exemple, tourne à gauche, mais non, c'est pas là, c'est à droite. Et finalement, petit à petit, il y a l'un qui pénètre dans l'autre, en fait. Peut-être c'est une vampirisation à double sens. C'est-à-dire qu'on fusionne avec ces acteurs. Et à tel point qu'il m'est arrivé même des choses assez dérangeantes, c'est-à-dire il y a des phénomènes de voyance, il y a des phénomènes de paranormaux qui se passent. C'est-à-dire qu'il m'arrive, dans des scénarios, d'écrire quelque chose qui va en fait arriver vraiment dans la vie des comédiens pour lesquels je l'ai écrit. Et je ne me rendais pas du tout compte au moment où je le faisais. C'est-à-dire qu'on s'imprègne vraiment de ce qu'est le comédien et on le devient. On devient cette personne, on quitte sa personnalité pour devenir totalement l'autre. Et c'est ce qui est pour un metteur en scène le plus jouissif, parce qu'on n'a pas du tout envie d'être soi-même, parce qu'on a envie d'être l'autre. Et c'est ce que dit Eustache. Et c'est tellement... on ne reste pas sur son compte à soi. Ce qu'on veut, c'est être l'autre, faire quelque chose avec l'autre, et rompre cette solitude originelle qui nous est si pesante. Oui. C'est sans doute peut-être ce que tu fais avec tes films, hein, dans ces fausses autobiographies que tu as pu faire de film en film parfois. Et là, dans celui-là, la voix qu'on entend, c'est ta voix, et la sienne, bien sûr, mais tu es le personnage. Et moi, mon sentiment, d'une certaine manière, c'était peut-être aussi un film sur toi, enfin voilà, tu te mettais en scène dans ce film-là, tu es le personnage. Enfin, je ne sais pas si c'est une bonne lecture. Le metteur en scène n'est pas quelqu'un qui veut apparaître. Non, mais on veut te caches derrière. Oui, voilà, c'est ça, on veut disparaître. Et j'ai toujours fantasmé les personnages de scénaristes d'Hollywood. C'est vrai que ça m'a toujours beaucoup fasciné. Et c'est vrai que je me suis toujours beaucoup projeté. J'ai beaucoup lu de choses sur Faulkner ou Scott Fitzgerald à Hollywood, qui ne faisaient pas grand-chose, qui étaient enfermés dans un bureau, qui buvaient du matin au soir, qui finissaient par produire des dialogues, etc. Moi, c'est ça qui me faisait envie. J'avais pas envie d'être John Crawford ou Marilyn Monroe. J'avais envie d'être un scénariste, comme celui qu'on voit dans le film de Billy Wilder, enfermé à écrire des rôles, ou dans le dernier Nabab de Delia Kazan. C'est ça qui m'intéressait, c'est-à-dire un raconteur d'histoire qui n'y arrive pas, mais qui essaye sans arrêt quand même d'essayer d'y arriver. Et donc c'est ça, moi, qui me faisait... Et je me suis dit, finalement, c'est des personnages qui intéressent plus grand monde aujourd'hui, où voilà, tout est standardisé, et j'avais envie d'en faire le personnage principal, qui effectivement est une espèce de double fantasmé de moi, oui. C'est-à-dire que la disparition, aujourd'hui on n'a plus les moyens de disparaître, c'est-à-dire qu'on doit venir ici présenter son travail, en débattre avec les gens, ce qui est très bien dans un sens. Mais le rêve ultime, c'est l'autre Pynchon, qui ne se montre plus depuis les années 50, l'auteur de Salinger, l'auteur de La Trappe-Cœur, etc. Donc c'est notre rêve d'écrire des choses et ne jamais se montrer, de disparaître. Voilà. Mais... Non, excuse-moi, je ne voulais pas t'interrompre. Non. Non, mais
moi qui connais bien ton cinéma, c'est vrai que tes films sont souvent comme ça des scénarios parlés, mis en image, mais qui sont des scénarios de films peut-être à venir, qui seraient parfois des films d'ailleurs à... Fantasmer, mais je ne vais pas y aller à moitié, quitte à se fantasmer autre, autant le fantasmer tel que je me serais rêvé, en fait. C'est ça. Et donc, en même temps, ça m'est venu extrêmement naturellement. Et je crois profondément aux histoires. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il y a beaucoup de cinéastes que j'aime beaucoup par ailleurs, que tu fais venir à côté de cours, dont c'est pas le truc, les histoires. Moi, je crois profondément, mon cinéma, il est narratif, il raconte des histoires, mais il ne raconte pas des histoires comme les autres le font, c'est tout. Mais c'est aussi Patrice Chéreau qui disait ça, qu'il croyait profondément aux histoires, que c'était son socle. Moi, je ne pourrais pas faire un film qui ne raconte rien, par exemple, je ne pourrais pas faire ça. Je ne pourrais pas faire venir des gens dans une salle si je ne leur montre rien, si je ne raconte rien. Il y en a qui le font très bien. Moi, je ne saurais pas et je n'aurais pas envie de ça. Je crois profondément. C'est une histoire qui est le moteur d'une envie de faire des films, en tout cas d'un film. Et là, vraiment, j'avais envie de montrer à quel point c'était voluptueux d'écrire des histoires où plane éventuellement un meurtre, on ne sait pas, quelque chose de trouble. Et ça, c'est... parce qu'on parlait... Un mystère qui n'est pas nécessairement résolu. Et on parlait aussi tout à l'heure du plaisir. Et la jouissance de filmer, la jouissance d'écrire participe fondamentalement de notre joie d'être et de notre joie de vivre. C'est vrai que tourner me rend profondément heureux, écrire des histoires, filmer des acteurs, des actrices, me rend profondément heureux. Je suis dépressif et malheureux quand je ne tourne pas, parce que la vie ne m'intéresse fondamentalement pas. Mais quand ça devient du cinéma, oui, voilà, parce qu'une histoire, voilà, il faut qu'elle soit construite avec des zones d'ombre, des zones de lumière, etc. Et ça, c'est quelque chose qui me... Le côté à la fois artiste et artisanal de la fiction et du travail de la fiction, moi, me fascine et me passionne. Mes grandes idoles sont effectivement des scénaristes un peu obscurs. J'aime beaucoup les livres de Philippe Garnier sur Hollywood, parce que nous sommes, avant d'être des cinéastes, nous sommes des rêveurs de cinéma, toi aussi, toi aussi. Ce qui nous a amenés au film, c'est la rêverie autour des films des autres, fondamentalement. Donc c'est ça qui a été le... Moi, je crois que mon souvenir, la scène quasiment primitive, c'est que j'ai été élevé par mes grands-parents, et au cinéma de minuit, ils dormaient déjà. Moi, je me relevais, j'allumais, mais je ne pouvais pas mettre le son parce que ça les aurait réveillés. Et donc, j'étais à 1 mètre de l'image, et je regardais les films sans son, je ne pouvais pas. Et donc, il y avait les sous-titres, et j'ai vu, voilà, Greta Garbo, tout ça. Bon. Et j'étais le nez sur l'image, et voilà, ça, c'était ma vie. Je ne voulais pas bouger de cette position, quoi. Et ça, c'était la chose la plus importante. Et quand on grandit, on fait des films, mais on est toujours pareil. On est toujours des rêveurs de cinéma. Sur Arte passe ce film de langue absolument extraordinaire, Le Tombeau hindou et Le Tigre du Bengale, qui est ma scène primitive à moi. J'avais 8 ans, je m'en suis jamais remis. Je me suis dit, mais moi, c'est ça que je veux faire. Pas être des bras pas de jet, mais écrire ce genre d'histoire. Faire des bras pas de jet, je peux aussi faire des je peux tout faire. Ouais. Mais voilà, et donc c'est ça le moteur. On est en état d'émerveillement total, et en regardant les films et en voulant les tourner. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot, parce que j'ai relevé ça dans le film, à un moment donné, les questions du MacGuffin. Ouais. Alors, moi aussi, j'étais un jeune spectateur, et puis j'ai lu les entretiens Truffaut-Hitchcock. Alors pour moi, c'était totalement mystérieux, et puis j'avais tellement envie de comprendre, et je comprenais tellement pas ce que ça pouvait être. Bon, depuis, je m'en suis passé, j'ai envie de dire. Comment toi, tu interprètes voilà, cette idée du MacGuffin, comment parlait Hitchcock, et que tu cites dans le film? Parce que lorsqu'on a une histoire, à un moment donné, on sait où on veut partir, on sait où on veut arriver, et toute la péripétie du film, quelquefois, elle bute. C'est-à-dire qu'on
on perd le fil, on se dit, mais je ne vais jamais arriver là où je vais arriver. Et on s'aperçoit qu'il faut, Hitchcock appelait un MacGuffin, c'est-à-dire un objet qui n'a absolument aucune importance dans l'histoire, qui ne veut rien dire de part des illustrateurs, c'est pas Netflix, je veux dire, on ne fait pas des téléfilms, donc il ouvre la porte, elle entre, tout ça ne nous intéresse pas, c'est pas le genre de... On est là pour créer des formes narratives, des formes sonores, des formes musicales aussi, la façon de malmener ou maltraiter des classiques de la musique. Je l'ai fait avec la Moldao dans un film que je viens de terminer, par exemple. J'aimais beaucoup l'idée d'une scie musicale comme la Moldao, qui peut être très beau, c'est pas la question, de dire comment on utilise une musique archi connue, archi codifiée, etc. Bon, voilà, et tout ça, ce sont des choses, et la cohérence vient d'un équilibre instable. Ça, je le dis, je crois à la fin, et c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de perfection, ça je l'ai appris chez Pina Bausch, la perfection n'est pas intéressante, disait-elle, il faut ouvrir la fenêtre à l'imperfection parce que la vie rentre par là. Et l'équilibre instable, c'est ça. C'est-à-dire que ça tient, mais ça ne tient pas parce que tout est comme ça. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important esthétiquement. Coco Chanel, par exemple, disait qu'il fallait toujours qu'une robe tombe un peu mal, donc elle mettait des épingles à nourrice sous les jupes des filles pour qu'elles ne tombent pas si bien que ça. Et dans un film, c'est un peu la même chose. Il faut pas, on est censé quand même parler de la vie, même si on parle du cinéma, on parle de la vie, et la vie n'est pas parfaite. Donc il faut laisser rentrer effectivement l'imperfection ou renoncer à quelque chose de trop parfait. À un moment donné, effectivement, on se dit, oui, c'est bien, mais il n'y a pas la vie. Donc il faut recommencer. C'est parce que plus on fait des films, plus on sait faire. Et donc c'est un danger immense. Et on doit lutter contre soi absolument sans arrêt. Se dire, non, non, ça j'ai déjà fait, je sais faire, on oublie ça, il faut... Et c'est au contraire pas du tout une sécurité. Travailler depuis longtemps, moi j'ai fait 50 films, c'est vrai que c'est beaucoup plus un obstacle qu'une sécurité, au contraire. C'est qu'il faut retrouver sa virginité d'origine, même si on ne va jamais la retrouver. Donc effectivement, c'est le son qui est vraiment la première chose. Et ce que je fais écouter à mes comédiens, c'est en général la bande son. Je ne leur fais pas lire de texte, je leur fais écouter le scénario lu, en général. Quand tu dis retrouver sa virginité, je l'entends, mais on pourrait dire aussi trouver sa vérité. Parce que ta vérité à toi dans tes films, c'est pas la vérité de tous les cinéastes, elle n'est valable que pour tes films, et dans ta façon de mettre en place des récits, une narration, et c'est quelque chose qui t'appartient, véritablement. Et c'est, enfin, je veux dire, ton cinéma trouve sa vérité dans cette façon de mettre en place ce cinéma-là, dans lequel, et chez d'autres, ça peut être très différent, sûr, oui. mais je dirais, ils creusent souvent aussi le même sillon. Je ne sais pas pourquoi ça m'a fait penser, ce qui n'a rien à voir, à Piala, je veux dire qu'il cherchait aussi sa vérité dans son cinéma et qu'il creusait toujours le même sillon, précisément. Moi, j'aurais envie de te... Est-ce que tu as pu entendre la bande son de François? Oui, ouais, bien sûr. Oui, c'était voilà. le... Parce que François a insisté sur une chose, excuse-moi, a insisté sur une chose, c'est qu'il m'a dit, comme ça un peu en off, il m'a dit, bon, ce film, évidemment, je l'ai réalisé, et ça s'est fait vraiment en très grande connivence avec Delphine, qui apportait beaucoup de choses aussi. Voilà. Donc, non, mais c'est important de le dire. En fait, comme je l'ai dit auparavant, c'était des conversations. Enfin, il m'a fait écouter le Kilomètre vertical, qui était un enregistrement déjà fait depuis longtemps. Et autour de ça, c'est comme si, oui, c'est un surgissement en fait du film. Et après, j'ai pas écouté la partie enregistrée. On a enregistré ma partie. Et après, il m'a fait écouter l'ensemble. Et après, on a commencé à tourner les images. Mais c'est vraiment le socle, c'est la colonne vertébrale, en fait, le texte. Et
le montage s'est fait très vite au niveau du son. On a enregistré chacun nos parties, on n'a jamais enregistré en même temps. Et ensuite, voilà, l'objet son a été... Je lui ai demandé aussi de revoir Marnie, La mort aux trousses, de réécouter les musiques de Bernard Herrmann. Bon, c'était le matériau sonore important pour une histoire de climat, d'ambiance, de voilà. C'est comme ça. On travaille par indication. Souvent pour les corps, je leur montre des films, parfois des chorégraphies, souvent Pina Bausch, souvent la façon dont le contacteur fait montrer en ce moment à l'Opéra de Paris, la façon dont ils se déplacent, dont ils marchent, dont ils habitent l'espace, parfois sans rien faire. Parce que Delphine est une comédienne très extraordinaire et très insolite dans le paysage. C'est quelqu'un qui habite complètement enfin, c'est ce qu'on demande à un comédien, hein, mais elle a une façon bien à elle d'habiter l'espace. Et comme elle, je lui demande d'habiter Verdun, une campagne où il y a des morts partout, enfin bon, c'est quand même un gigantesque cimetière, c'est pas non plus donné à tout le monde. Et je trouve que ta façon de bouger dans cet espace est absolument unique, parmi ces tombes, etc. Et ça, c'est quelque chose d'assez fascinant et d'assez unique, sans préciosité, sans maniérisme, comme si elle avait fait ça toute sa vie. C'est voilà, c'est qu'on travaille par analogie en quelque sorte. Je montre des tableaux, voilà, qui la nourrissent, ou parfois la nourrissent pas d'ailleurs. C'est intéressant que tu parles de Pina Bausch, parce que pour plein de raisons. D'une part, c'est parce que tu m'avais présenté un autre film que tu avais fait sur Pina Bausch, enfin, je veux dire, qui mettait en scène l'idée de Pina Bausch. Moi, je connais bien, parce que j'ai vu nombre de ses spectacles au Théâtre de la Ville. Et Pina Bausch, c'était quand même quelqu'un qui travaillait précisément avec des danseurs professionnels, mais aussi avec des non-professionnels, des gens âgés, des très jeunes gens, et qui avaient cette capacité, justement, je reprends les termes, à dire habiter l'espace par ses corps, hein, souvent des corps singuliers, que ce soit des corps très jeunes ou des corps justement beaucoup plus âgés. Et c'était ce qui était très beau et très touchant dans les propositions qu'elle pouvait faire, et qu'on retrouve d'une certaine manière, toujours dans ton cinéma d'ailleurs, voilà, qui te fait rappel précisément aussi à des corps qui ne sont pas les corps qu'on a l'habitude de voir au cinéma. Enfin, c'est pas tellement qu'on n'a pas l'habitude, c'est que c'est pas les corps qu'on nous impose habituellement au cinéma. Ça n'inspire pas, je ne sais pas pourquoi ça n'inspire pas, alors que Verdun est extraordinairement inspirant, enfin je trouve. Bon, c'est toujours mystérieux. Il y a un exercice que je fais faire, alors là, à tous les comédiens, je leur demande d'entrer et de se mettre au milieu d'une pièce, juste d'entrer. Et voir la façon dont ils entrent, la façon dont ils marchent, la façon dont ils se tiennent, qu'ils s'assoient sur une chaise. Parce que ça, c'est le début de tout. L'apparition. Comme tout acteur, toute actrice, c'est une apparition. C'est vraiment l'art de l'acteur et de l'actrice au plus... Voilà. Et on voit si quelqu'un existe, justement, dans cette nudité absolue. Et pour moi, c'est très déterminant quand je vais engager quelqu'un, de me dire, voilà, il y a quelque chose peut-être de maladroit, etc., mais elle existe, oui, il existe. Parce que c'est ça qui compte. Il ne s'agit pas de dire « Oh, tu ne peux pas rectifier ». Non.